Et si je vous disais que l'école, cet endroit qui est censé construire notre avenir, était en fait devenu une machine à fabriquer de l'inégalité? C'est la question un peu folle que posent plusieurs rapports officiels sur le système primaire français. On va plonger là-dedans ensemble et vous allez voir, le constat est assez saisissant. Allez, on commence direct avec un chiffre qui claque. 40%. Non, ce n'est pas une note, c'est bien le pourcentage d'élèves qui, à la fin du CM2, ne maîtrisent tout simplement pas les bases. Lire, écrire, compter. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que près d'un enfant sur deux arrive au collège avec un énorme handicap. C'est juste colossal. Et attention, ça c'est pas juste une opinion en l'air. La Cour des comptes elle-même, qui est quand même l'arbitre des dépenses publiques, parle d'une situation d'échec. Mais le plus dingue dans toute cette histoire, c'est quand on regarde l'argent qu'on met sur la table. Alors là, regardez bien ce graphique. D'un côté, en 10 ans, on a augmenté le budget de l'école primaire de 26%. On parle de milliards qui ont été injectés. Logiquement, on s'attendrait à de bien meilleurs résultats, non? Eh bien, pas du tout. Le niveau des élèves, lui, stagne. Et même pire, parfois, il baisse. C'est un peu comme si on mettait toujours plus d'essence dans une voiture qui se met à reculer. Et c'est peut-être ça le point le plus grave. On nous a toujours vendu l'école comme l'ascenseur social. L'endroit où, peu importe d'où tu viens, tu as ta chance. Eh bien, les rapports nous montrent que cet ascenseur est non seulement en panne, mais qu'il va carrément vers le sous-sol. L'école française aujourd'hui creuse les inégalités. Ce graphique, il est brutalement honnête. Parmi les élèves qui galèrent le plus, 40% viennent des familles les plus modestes. Et en face, seulement 6% des familles les plus aisées. Dit autrement, le code postal ou l'origine sociale pèse une tonne sur les chances de réussir à l'école. C'est l'exact opposé de la promesse républicaine. Bon, d'accord. Mais alors, comment on en est arrivé là? Une première piste, très intéressante, nous mène vers une particularité bien de chez nous, notre fameuse organisation du temps scolaire. Le premier coupable identifié, c'est notre semaine de 4 jours. On est quasiment les seuls au monde à faire ça. Alors oui, ça peut paraître sympa d'avoir un long week-end, mais la contrepartie, ce sont des journées à rallonge pour les gamins. Pendant que les petits Allemands ou Suédois ont déjà fini leur journée, les nôtres sont encore en classe, à essayer de rester concentrés à 16h30. C'est juste épuisant en fait. Et la Cour des comptes le dit noir sur blanc. L'organisation du temps scolaire n'est pas conçue en fonction des élèves. En gros, l'emploi du temps, il a été pensé pour arranger les adultes, en oubliant un peu au passage les principaux intéressés, les enfants. C'est un peu comme demander à quelqu'un de courir un marathon après une nuit blanche et d'espérer qu'il batte un record. Ça n'a pas de sens. Accrochez-vous bien parce que là, on arrive au moment waouh de cette analyse. Une pratique hyper française, qu'on a tous cogné de près ou de loin et qu'on a longtemps cru utile. Spoiler, la science nous dit que c'est une catastrophe. Je parle bien sûr du redoublement. Le principe du redoublement, tout le monde le connaît. Un élève n'a pas le niveau, hop, on lui fait refaire son année. Une sorte de seconde chance. Il faut savoir que pendant des décennies, la France a été la championne du monde de cette pratique. Alors cette fameuse seconde chance, est-ce que ça marche? La réponse des chercheurs est unanime et elle pique. Je cite un rapport, c'est inutile et dangereux. Oui, vous avez bien entendu, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est même dangereux. Et c'est là que ça devient complètement fou. Des études ont comparé deux élèves avec exactement les mêmes difficultés scolaires. L'un passe dans la classe du dessus et l'autre redouble. Eh bien, devinez quoi? Celui qui passe progresse plus que celui qui redouble. C'est totalement contre-intuitif, on est d'accord? C'est comme si, pour apprendre à nager à quelqu'un, on le laissait patauger dans le petit bain une année de plus. Non seulement ça ne l'aide pas, mais en plus ça le démotive, ça le stigmatise. Bref, une de nos plus grandes croyances sur l'école vient de s'effondrer. Ok, on a donc vu le rythme scolaire et les fausses bonnes idées. Mais une école, c'est avant tout des humains. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la salle des profs et dans le bureau de la direction? Pour les jeunes profs, le système ressemble souvent à un véritable baptême du feu. À peine sortis de leur formation, qui est très théorique, ils sont envoyés dans les écoles les plus compliquées, sans y avoir été préparés. C'est un peu comme donner les clés d'une Formule 1 à quelqu'un qui vient à peine d'avoir son permis. Le résultat? Beaucoup craquent, beaucoup partent, et au final, ce sont les élèves qui en ont le plus besoin, qui voient les profs défiler toute la... Et le capitaine du navire dans tout ça? Le directeur ou la directrice? C'est là qu'on a un autre problème. En France, leur statut est super ambigu. Ce n'est pas vraiment un chef, mais ce n'est plus un simple collègue. Imaginez un entraîneur qui n'aurait pas le droit de décider de la composition de son équipe ou de la tactique de jeu. Comment voulez-vous qu'une équipe gagne dans ces conditions? Bon, je sais, le constat est dur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à l'échec. Les mêmes rapports qui pointent du doigt les problèmes, ils proposent aussi des solutions très concrètes. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, 3 grands axes se dégagent. 1.
On arrête de cramer les enfants, on revient à une semaine de 5 jours et on étale mieux les apprentissages sur l'année. 2. On donne enfin les bons outils aux adultes. Ça veut dire une vraie formation de terrain pour les profs et un vrai statut de pilote pour les directeurs. Et 3. Évidemment, on arrête le redoublement, cette fausse solution, et on le remplace par un soutien personnalisé, bienveillant, dès que la première difficulté apparaît. Au final, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on est capable de casser ce moule d'une école taille unique pour enfin créer une école sur mesure qui s'adapte vraiment au rythme de chaque enfant? Ou est-ce qu'on va continuer à demander à des poissons de grimper aux arbres? L'avenir de millions d'élèves en dépend. Voilà qui donne à réfléchir.